Bienvenue au rythme battant de l'oncologie gynécologique, présenté par le regroupement des gynécologues-oncologues du Québec, RGOQ. Avant de commencer, une brève note. Ce balado est soutenu par une subvention éducative sans restriction d'AstraZeneca. Le contenu, le choix des experts et les sujets abordés sont entièrement indépendants et les opinions exprimées sont celles de nos experts, sans aucune influence d'AstraZeneca. Cette discussion s'adresse uniquement aux professionnels de la santé et est présentée à titre informatif seulement. Elle ne constitue pas un avis médical et ne doit pas être sortie de son contexte. En écoutant, vous acceptez que ce contenu ne soit pas destiné aux patientes ni au grand public. Pour un avis médical personnalisé, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié. Maintenant, commençons et explorons le rythme battant de l'oncologie gynécologique. En vogue maintenant ou très populaire, c'est de parler des récepteurs de folate. Donc, si tu pouvais, nous, en ce moment, on l'a dans le contexte des études cliniques, puis c'est très difficile de convaincre les patientes et c'est vraiment frustrant et triste qu'aux États-Unis, si on allait voir quelqu'un, un médecin pour les patientes qui sont platine résistantes, ben c'est le standard. Puis là, ici, il faut convaincre les patientes pour entrer dans une étude. Donc, peux-tu nous décrire un peu le processus du testing des récepteurs de folate? Oui, en fait, le test pour les récepteurs de folate, c'est très similaire au test de HER2. C'est un test d'immunohistochimie et qui est, en comparaison, qui est plutôt différent, disons, du test POLI, qui est un test de séquençage d'où on définit finalement une certaine mutation en regardant le code génétique. Mais si on revient au test de folate, c'est une immunohistochimie qui étudie l'expression d'une certaine protéine, c'est le FOLR1. Et donc, pour l'instant, au Québec, il n'y a pas de laboratoires qui ont validé cette immunohistochimie-là. On est en processus de le faire au CUSUM. On espère pouvoir offrir ça cet été. Mais pour l'instant, pour les essais cliniques, typiquement, ce qui est fait, c'est que c'est envoyé directement à la compagnie qui fait l'anticorps, la compagnie Roche. Et eux, ils ont des pathologistes qui vont faire l'interprétation de cette immunohistochimie-là. Et c'est aussi, je pense que dans le futur, c'est une immunohistochimie qui devrait probablement faire partie du test de ces tumeurs-là d'emblée, parce que on sait le taux de conversion vers un statut de résistant à la platine est vraiment élevé finalement. Donc, je pense que c'est important. Mais en gros, le test, c'est ça. C'est un test d'immunohistochimie et le pathologiste doit regarder la lame et décider si l'expression finalement est positive dans plus que 75% des cellules. Et dans ce cas-là, on considère que c'est positif. Puis est-ce que tu penses que la plupart des hôpitaux peuvent acquérir, se faire ce test ou est-ce que ça doit être centralisé? Non, c'est une bonne question. En fait, un peu comme HER2, c'est assez accessible parce que c'est une immunohistochimie et la majorité... ce que je dois dire par contre, c'est que c'est utilisé ou c'est validé pour l'instant sur une certaine plateforme d'immunohistochimie, mais heureusement, c'est une plateforme Ventana qui est la plateforme la plus commune dans les laboratoires au Québec. Donc, la majorité des laboratoires au Québec devraient avoir accès à faire ce test-là. Le défi, en fait, c'est possiblement plus l'interprétation de cette immunohistochimie-là. Donc, les centres qui voient possiblement pas autant de cancers de verre, leurs pathologistes, mais sont possiblement pas aussi confortables pour faire l'interprétation du test. Donc, je pense que la limitation, ça serait surtout à ça. Mais un peu comme PDL1, qui au début, c'était plutôt centralisé, maintenant, ça devient de moins en moins. Et donc, de notre côté, on fait souvent des présentations pour les pathologistes du Québec pour familiariser avec l'approche. Et comme ça, de plus en plus de centres vont finalement vont pouvoir offrir ce test-là. Et c'est vraiment intéressant. Puis aussi, on parlait, le HRD, c'est vraiment quelque chose qu'on pense qui est acquéri maintenant, mais ça a l'air que le Québec va développer son propre test. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Non, comme c'est sûr, c'est un projet qui me tient
qui est important pour moi parce que, justement, au Glen, on est en train de valider un test pour pouvoir, justement, tester le HRD sur tous les cancers de l'ovaire. Encore une fois, ça devrait être un test de manière réflexe. Dans l'ovaire, il y a aussi une importance encore supérieure, finalement, parce que ces patientes-là doivent aussi savoir s'ils ont une mutation germinale. Et donc, pour pouvoir poursuivre le test, ça peut avoir une implication sur leur famille. Donc, savoir le résultat du HRD, c'est critical. C'est critique. Donc, ce qu'on fait présentement au Glen, c'est qu'on valide un kit, un test de séquençage qui s'appelle le TSO 500. C'est une de ces tests de nouvelle génération qui va profiler au-dessus de 500 gènes. C'est assez communément utilisé aux États-Unis, mais il y a d'autres compétiteurs, en fait, qu'on considère aussi. Mais présentement, le test qu'on valide, c'est ce test qui vient de la compagnie Illumina, c'est TSO 500. Et dans ce test-là, et en fait, comme d'autres tests là, assez larges, avec au-dessus de 500 gènes, souvent, on a la possibilité d'ajouter certains autres tests additionnels. L'HRD, c'est un bon exemple. Fait que, typiquement, le HRD, ça peut être fait en isolation, comme un test fragmenté, mais il peut être aussi combiné avec une analyse comme le TSO 500, et c'est exactement ça qu'on fait. Okay. Ouais, en fait, dans le passé, le TSO 500, c'était optionnel d'ajouter le HRD et ça coûtait significativement plus pour faire ce test-là, mais récemment, ça a été intégré dans l'offre du test TSO 500. Donc, côté valeur ajoutée, c'est énorme. Autrement, on devrait envoyer le test pour faire un autre test entièrement et ça coûterait beaucoup plus cher. Puis ça prend combien de temps pour avoir le résultat? Pour l'instant, disons, nos tests pour le résultat BRCA, c'est à l'intérieur de 10 jours. L'objectif, c'est de pouvoir avoir... Bon, encore une fois, en fait, la limitation... je crois qu'on est particulièrement limité au niveau du procédé des résections au Québec, plus que du côté du test moléculaire. Et c'est un peu pour ça que je disais plutôt par rapport au test de Pauli que dans ce cas-là, faire le test sur les biopsies, c'est très avantageux parce que ça nous permet de pouvoir le résultat au moment de prendre la décision, certaines décisions cliniques pour la prise en charge. Et donc, dans le contexte de l'ovaire, je crois que c'est le même problème. On peut techniquement attendre d'avoir le tissu de résection et faire le séquençage sur ce tissu-là. Mais malheureusement, si on veut prendre une décision clinique après 3 semaines, 4 semaines de la chirurgie, idéalement, ça va être vraiment difficile pour nous de rentrer dans ces délais-là. Surtout si c'est, par exemple, une résection qui vient d'un autre centre, qui doit être ramenée, qui doit être révisée. Définitivement, on ne pourra pas répondre à ces délais-là. Mais en permettant le test, en faisant le test, disons, sur une biopsie de l'épiplomb, on aurait le statut de BRCA 1, 2, le HRD, le folate, possiblement, et là, voir tout. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment idéal. On aimerait savoir ces rapports complets maintenant pour l'ovaire et pour l'endomètre aussi. Fait que j'espère qu'on est en moyen de ne pas surcharger le système en faisant ça, mais je pense que si on met en place des choses pour aider les autres centres, ça va être plus efficace puis plus comme un peu automatique maintenant. Donc, je dois dire, du côté de ce côté-là du HRD et du BRCA 1-2, l'avantage, c'est que ça devrait être fait sur toutes les tumeurs d'une manière ou d'une autre. Donc, décision de le faire sur la biopsie ou de le faire sur la résection du côté du système ou du coût à la société, c'est le même. Le seul problème, parfois, c'est que dans certaines biopsies de l'épiplomb, la quantité de tissu tumoral peut être insuffisante dans certains cas. Donc, ça va être surtout ça la question. C'est ça. Puis on se disait tantôt que c'est probablement le processus de fixation sur la biopsie, elle est meilleure. Donc, je pense que pour nous aussi, le plus tôt qu'on peut savoir, le plus tôt qu'on peut parler du prognostic, des réponses à la chimio, les réponses aux nouveaux antibody drug conjugates, aux médicaments. Donc, c'est vraiment un aspect excitant. Puis on espère vraiment l'intégrer à notre pratique clinique bientôt. Pardon,
pardon, juste une question. Comment ça fonctionne avec l'équipe de radiologie interventionnelle? Est-ce que c'est assez difficile pour eux d'avoir des biopsies? Parce qu'évidemment, non seulement on veut le faire pour les tests, on veut le faire des fois ils ont besoin du tissu pour les essais cliniques. Donc, je dois dire, au Glen, on est très chanceux. Notre équipe de radiologie est très oui, c'est ça. généreuse. Je sais, quand j'étais résidente, même assistante de recherche dans le département, c'est comme une belle communication, une belle équipe. Moi, je dois dire, nous aussi, les radios interventionnistes, ils sont très habitués. Si on fait biopsie de carcinose, ben, ils savent que on en veut plusieurs. Mais ça m'est arrivé récemment que le délai pour faire la biopsie, c'était trop. Fait que je l'ai amené en salle d'opération, puis j'ai fait une laparoscopie, puis plein de biopsies moi-même. Parce que c'est sûr que c'est des jeunes patientes qui attendent. Et donc, j'imagine, je pense qu'on peut être meilleur à vraiment le décrire, s'il vous plaît, faire BRCA, tous les tests, ou comme envoyer plusieurs spécimens. Donc, je pense qu'on peut s'améliorer dans cet aspect. Merci de vous être joints à nous pour Au rythme battant de l'oncologie gynécologique. Nous espérons que l'épisode d'aujourd'hui vous a offert des perspectives précieuses. Pour plus de contenu et pour rester informé, visitez-nous à rgoq.ca. D'ici là, restez informés, restez connectés et continuez à faire avancer les soins aux femmes atteintes de cancer gynécologique.